J'ai posé une question récemment sur ma page Facebook de savoir s'il fallait investir aujourd'hui, tu investirais dans quoi? L'immobilier, peut-être l'agriculture, ou bien disons l'or, les crypto-monnaies, ou bien tout simplement garder ton argent en banque par exemple, ou bien garder même ton argent tout simplement dans un coffre-fort par exemple. Qu'est-ce que tu choisirais aujourd'hui? C'est une question qui est parfois simple mais compliquée également parce que plusieurs personnes aujourd'hui sont dans la recherche de revenus passifs. Et avec les discours qu'on voit monter aujourd'hui par le monde entier, avec les vidéos sur l'entrepreneuriat, le coût de vie qui devient un peu difficile, du coup, les gens sont à la recherche permanente de ces sources de revenus passifs-là. Et quand on est dans la recherche de cette amélioration constante de la vie, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour investir? Dans quoi est-ce qu'on met notre argent? Et le trop peu de connaissances fait en sorte que les gens se retrouvent coincés dans un seul type de choix, en fait dans un seul choix, mettre leur argent dans ce qu'ils ont devant eux. Et très souvent, on se retourne dans l'immobilier. Mais est-ce que c'est forcément la meilleure des choses à faire? Est-ce que même garder son argent n'est pas parfois mieux que l'immobilier, par exemple? Donc, je vais aussi répondre à cette question. Il y a eu beaucoup de réponses. Parfois, les gens n'étaient pas en accord avec les autres. Le but, quand je pose ce genre de questions, ce n'est pas de susciter un débat ou bien une discussion, ou bien c'est de prendre votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous pouvez recommander aux autres personnes? Quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez un avis basé sur l'expérience, par exemple? C'est justement de ce genre de contenu, de ce genre de commentaires que je veux, que j'attends quand je pose ce genre de questions. Donc, je vais également dans cette vidéo dire ce que moi je pense, donner mon avis également là-dessus, répondre également à cette question. Je ne suis pas là simplement pour prendre vos avis sans donner mon avis également. Salut, moi c'est Elvis Conjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle beaucoup plus de crypto-monnaies. Si tu as soif de connaissances, soif d'apprendre comment cet écosystème fonctionne, je t'invite à liker la vidéo, partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Si tu as besoin d'accompagnement, en description de la vidéo, il y a un guide gratuit débutant, il y a le lien du groupe Telegram, qui sont tous des éléments qui vont te permettre de grandir dans cet écosystème. Si tu veux aller plus rapidement et que tu as besoin de formation, il y a une formation déjà toute enregistrée sur la chaîne, qui est donc une série de 60 vidéos qui vont te permettre de comprendre minutieusement ce que l'écosystème est, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a autour, comment on fait pour choisir ces crypto-monnaies, comment on développe ces stratégies d'investissement pour à la fin de la formation être un bon investisseur. J'organise également une masterclass pour te permettre de comprendre comment la blockchain et les crypto-monnaies fonctionnent pour que toi également, tu sois une personne qui soit utile autour de toi. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas répondre aux questions qu'on leur pose sur la blockchain et les crypto-monnaies. Ils disent simplement ils n'en savent rien ou bien ils disent tout simplement c'est une arnaque. Viens apprendre de la crypto-monnaie, viens apprendre de la blockchain, comment ça fonctionne et tu seras à la fin un crypto éduqué. Donc le lien pour réserver sa place pour cette masterclass gratuite, bien évidemment, c'est en description de cette vidéo. Dernière chose avant de continuer, ce n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, comme d'autres, c'est uniquement à titre éducationnel. Donc, je vais donner mon avis sur ces différentes sources d'investissement, ces différents types d'investissement. La pire des choses que vous puissiez faire avec votre argent, c'est tout simplement de garder cela dans votre portefeuille, de garder cela dans un coffre-fort, comme on voit des parents en avoir. Ils ont des coffres forts, ils vont mettre de l'argent à l'intérieur. Premièrement, vous devez comprendre ce qu'est l'inflation. L'inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fur et à mesure que le temps passe, il y a donc plus d'argent en circulation d'une certaine façon. Et comme il y a plus d'argent qu'on met en circulation, ça a un impact direct sur le coût de vie. Parce que plus il y a d'argent en circulation, plus le coût des matières va augmenter. Le prix du riz augmente pas forcément parce que le riz devient plus cher, mais parce qu'il y a parfois beaucoup plus d'argent en circulation. S'il y a moins d'argent en circulation, le coût des denrées va plutôt baisser. Mais comme il y a beaucoup d'argent en circulation, le prix des denrées, de facto, augmente en fait. Donc, c'est une des conséquences directes. Et imaginez-vous alors que vous avez dans la zone de par le monde entier, on parle parfois des inflations de 8%, on parle parfois des inflations de 6%. Prenez une inflation qui est à 4% ou bien prenez une inflation qui est à 2% annuel. 2% annuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez gardé 1 million de francs CFA de côté, en fait, en fin d'année, vu qu'il y a une inflation de 2%, votre 1 million sera équivalent en fait à 998 000 parce qu'il y aura 20 000 qui seront perdus. Donc 980 000 plutôt. 980 000, 20 000 seront perdus parce qu'il y a eu cette inflation-là.
Quand on dit perdu, ça ne veut pas dire que votre argent, on va vous remettre en fin d'année ou bien vous allez voir comment 20 000 vont disparaître de vos 1 million. Non, pas du tout. C'est dit que s'il y avait 1 million en début d'année, tu achetais par exemple une télévision de 1 million, quand tu vas arriver en fin d'année, quand tu vas aller acheter cette télévision, elle ne coûtera plus 1 million. Elle coûtera à peu près 1 million 20 000 en fait. Donc, le prix aura augmenté de presque 20%. Ça, c'est une des choses. Et comme c'est comme ça, il faudrait que ton argent en une année te produise 2% pour anéantir ce coût d'inflation-là et que ton argent vaut encore la même chose que ça valait en début d'année. Donc, je comprends que s'il y a une inflation de 4%, et que tu as décidé donc de garder ces 1 million dans ton compte bancaire, dans ton coffre-fort à la maison pour transmettre à ton enfant après 10 ans. Après 10 ans, avec 2% annuel, on aura une inflation de 20% annuel donc, sur 10 ans. Donc de 20% sur 10 ans. Donc en fait, tu seras en train de transmettre quelque chose comme, parce qu'il y aura 200 000 qui auront déjà sauté. Donc il y aura 800 000 que tu seras en train de transmettre comme ça à ton enfant. Donc quand tu vas lui donner 1 million après 10 ans, ce qu'il pourra acheter après ces 10 ans-là aura la valeur de ce qui coûtait 800 000 il y a de cela 10 ans en fait. Parce que ce qui coûtait 800 000 il y a de cela 10 ans coûtera 1 million environ, peut-être même plus, grâce ou bien à cause de cette inflation. La pire des choses justement, c'est de déposer son argent à la maison. De déposer son argent dans un compte bancaire qui ne rapporte rien, ce qu'on appelle, parce qu'il y a des comptes d'épargne, il y a simplement les comptes de crédit, donc les comptes où tu vas simplement créditer. Donc ces comptes de crédit-là ne rapportent rien. Donc si tu gardes l'argent dans un compte de crédit, après 10 ans, ça ne servira à rien. Donc, si vous allez donc de l'argent que vous devez déposer en banque, il est déjà important de privilégier les comptes épargne. Mais on se pose la question, mais est-ce que c'est même bien de déposer l'argent simplement dans un compte bancaire? Il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Le premier avantage, c'est déjà que si c'est en épargne, ça te génère, ça te permet d'éviter de subir cette inflation. Deuxième chose, ça te permet de développer une certaine crédibilité, notoriété auprès de la banque et tu peux avoir justement d'autres actions qui te sont proposées par la banque. On peut te proposer du crédit et avec ce crédit-là, c'est bien évidemment de l'argent. Tu peux développer une activité ou bien un business en dehors de ton argent que tu as en banque. Donc, il y a donc quelque chose qui va te permettre d'avoir cette notoriété-là, cette crédibilité-là auprès de ta banque pour bénéficier de d'autres services. Donc, voilà un avantage qu'on peut avoir justement auprès des banques. Mais il y a également des inconvénients. Un inconvénient très très majeur, très très figurant, c'est que la banque, à un moment donné, si elle n'est pas une banque crédible, peut disparaître de ton argent. On a vu des microfinances qui ont fermé, on a vu certaines banques qui ont fermé de par le monde entier avec l'argent des gens. Donc, si vous aviez gardé votre argent là-bas, c'est probablement après 10 ans pour certaines des banques, ça n'en vaudra rien. On a pris l'exemple dans le monde entier de Lehman Brothers, qui est donc une banque qui était là dans les années 2008 et qui a fait faillite et qui a donc entraîné la crise financière de ce qu'on a eu autour des années 2007-2008 en fait. Donc, choisir minutieusement la banque dans laquelle on dépose son argent est primordial, c'est fondamental. Vous n'allez pas voir une banque qui vient de s'ouvrir au quartier comme ça, simplement parce que c'est une banque où vous partez déposer de l'argent là-bas dedans. Ça a un non-sens en fait. Donc, et comme on est donc en permanence de recherche de là où on peut se faire mieux que les banques par exemple, on va tomber maintenant sur l'or. Et l'or a été prouvé de par le monde entier comme étant une réserve de valeur. Quand on dit réserve de valeur, c'est quoi? L'or va conserver ton pouvoir d'achat. Cette réserve de valeur conserve ton pouvoir d'achat sur le long terme. Et comme l'or s'apprécie au fur et à mesure que le temps passe, ce n'est pas forcément que l'or te rendra riche d'une certaine façon, mais l'or te permettra de conserver ton pouvoir d'achat. S'il y a une inflation de 1%, 2%, et que le prix de l'or s'apprécie de 2% annuellement, ça veut dire qu'en achetant l'or, tu as conservé ton pouvoir d'achat en fait. Et voilà la raison pour laquelle plusieurs personnes vont se retourner vers l'or. Plusieurs personnes vont accumuler l'or. Et il y a plusieurs façons d'accumuler l'or. Il y a acheter l'or physique sous forme de lingots et garder. C'est-à-dire que toi-même, tu deviens la personne qui veille sur ton or parce que si on vient te braquer, bon, ton or a disparu. Il y a une autre façon, c'est d'investir maintenant dans les entreprises qui font dans l'or, c'est-à-dire une entreprise qui a son activité de vendre l'or ou bien qui peut conserver l'or et émettre maintenant ce qu'on appelle des ETF adossés sur l'or. Vous allez acheter des actions de cette entreprise-là et vous êtes donc exposé à la valeur de l'or d'une certaine façon. Ça a également un risque parce que on peut avoir les rendements parfois de 8% dans certaines de ces entreprises, bien évidemment.
Mais certaines de ces entreprises sont parfois, émettent parfois plus d'actions que ce qu'elles ne détiennent en or, en fait, de façon en réserve d'une certaine façon. Et comme ce sera le cas, à un moment donné, s'il y a des audits dans ces entreprises-là, les actions de ces entreprises-là peuvent s'effondrer et vous pouvez justement perdre de l'argent. Donc faites très attention dans l'entreprise dans laquelle vous investissez. Vous voyez très bien ce qui s'est passé parfois avec les entreprises de Binance, qui à un moment donné, avec les ETF qui étaient adossés sur la valeur des entreprises de Tesla et les entreprises Coinbase, par exemple, et d'autres entreprises également, Apple, par exemple. Donc, quand c'est comme ça veut dire qu'une entreprise a les actions de Tesla, par exemple, et elle voudrait que les personnes spéculent sur ces actions-là. Ils vont donc émettre des ETF, donc des tokens pour certains, adossés sur la quantité d'actions qu'elle a en réserve. Ça peut être des fractionnés, comme ça peut être des entiers. Et quand vous achetez cela, vous êtes en réalité en train de vous exposer à la quantité d'or ou bien d'actions détenues par ces entreprises-là. C'est donc parfois ce qu'on appelle des brokers derrière. Donc, on ne va pas faire une vidéo très détaillée là-dessus, mais il faut comprendre que c'est un risque important que vous devez étudier avant de vous lancer dans l'achat d'or. Et si vous pouvez acheter l'or physiquement et garder, c'est encore mieux. Un peu comme on dit dans l'écosystème des cryptos, not your key, not your crypto. Donc, c'est mieux de posséder ces cryptos avec soi, comme c'est mieux de posséder son or avec soi. Mais le risque, c'est justement que si on sait que vous avez l'or, ben, vous êtes quand même exposé parce qu'on peut venir vous braquer d'une certaine façon. Et on peut se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux que l'or? Est-ce que les performances de l'or, c'est pas mieux? Il n'y a pas mieux que ça en fait. Et là, on va se retourner maintenant vers quelque chose qui est encore d'une certaine façon spéculative. Et donc, plusieurs personnes pensent que c'est plus sûr avec le temps. C'est l'immobilier. Plus la population augmente, plus le standing de vie des gens augmente, plus le niveau de vie par le monde entier augmente, on va avoir toujours besoin de deux choses. La population veut dire déjà qu'on doit se loger, on doit se nourrir. Voilà les deux éléments de base. Plus on est nombreux, plus il va falloir des maisons pour se loger, plus il va falloir de la nourriture pour se nourrir. Donc voilà une des choses qui font en sorte que plusieurs personnes vont dans l'immobilier ou bien investissent dans les entreprises qui vont dans le sens de l'alimentation. Vous allez voir les entreprises comme Walmart qui font dans le retail, donc qui vendent des produits, ou bien des entreprises qui fabriquent même les produits, en fait, qui font dans l'agroalimentaire proprement dit. Ces entreprises-là, à un moment donné, peuvent justement bien performer. Et quand je regardais le top 23 des entreprises africaines, il y a deux entreprises qui font dans l'alimentation. Les entreprises qui se positionnent là dans la technologie sont également des entreprises qui performent bien. Mais bon, on va retourner dans l'immobilier. Donc, l'immobilier, il a déjà été montré, été prouvé que c'est un actif, c'est un secteur qui est assez lucratif et qui va dans les rendements de parfois jusqu'à 25% annuels. Mais il ne faut pas se mentir qu'il y a également beaucoup d'arnaques là-dessus, il y a également beaucoup de risques là-dessus. Ce n'est pas parce que c'est un bien immobilier que ça va forcément performer immédiatement. Il peut y avoir des biens immobiliers qui ne performent pas. Et ça peut être que tu as mal acquis ton bien, ou bien tu n'as pas acquis dans les canaux classiques, ton bien n'est pas bien positionné, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que parfois un bien peut ne pas être lucratif. Mais généralement, si vous avez pris la peine de bien choisir votre bien, de bien choisir, de bien regarder un certain nombre d'éléments, qui sont les personnes qui sont derrière, est-ce que ce sont les personnes qui sont crédibles, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les biens immobiliers. Quand on regarde nos tribunaux, nos procès ici, au Cameroun, parfois, il y a beaucoup de cas de litiges fonciers. Les litiges fonciers, les trucs liés à l'immobilier, ce sont des choses qui pullulent nos tribunaux, qui jonchent nos tribunaux. Donc, il faut faire très attention quand on va dans ce secteur. Si vous ne connaissez pas, il y a des entreprises qui se mettent en place pour accompagner les personnes dans ce secteur, dans le secteur de l'immobilier, des entreprises immobilières. Donc, voilà un secteur qui parfois peut aller jusqu'à 15% de rendement et on peut se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être mieux? Et là, on va se retourner maintenant vers les crypto-monnaies. Il faut comprendre que plus on avance dans ce que je viens de dire, plus on est en train de s'exposer. Plus on monte dans cette liste que je donne, plus on s'expose, plus on prend un risque plus élevé. Et c'est justement parce qu'on prend un risque plus élevé qu'on peut avoir beaucoup plus de rendement en fait. Et comme on peut aussi perdre rapidement son argent, parce que plus c'est risqué,
plus on peut perdre de l'argent. On va maintenant aller dans les crypto-monnaies où c'est encore beaucoup plus risqué et on peut avoir parfois les rentabilités dans certaines crypto-monnaies allant jusqu'à 50%, 100%, 200%, les fois 10. Ce sont les choses qu'on voit encore dans les crypto-monnaies. Mais en faisant ça, vous êtes en train de vous exposer très très grandement et votre portefeuille, votre capital peut drastiquement chuter aussi parce qu'il y a plein de crypto-monnaies là qui perdent également beaucoup de la valeur. Donc, quand on entre dans les crypto-monnaies, il faudrait comprendre que c'est un secteur qui est encore en plein essor. Et comme c'est en plein essor, on est encore en train de construire. Et dans les écosystèmes qui se construisent, il y a beaucoup d'opportunités. C'est la raison pour laquelle, dans les crypto-monnaies aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'opportunités, même de revenus passifs. Quand on parle de la finance décentralisée, quand on parle même simplement du holding, si vous holdez des bonnes crypto-monnaies, si vous faites du staking parfois avec certains projets, si vous faites des ICO sur des bonnes plateformes, vous pouvez justement générer ce genre de rentabilité. Mais aussi, si vous ne prenez pas la peine d'être très minutieux, de faire vos devoirs comme il se faut, comme il se doit, de vous former, d'apprendre sur le secteur, vous allez perdre rapidement de l'argent. Vous allez parfois aller dans les plateformes d'investissement en pensant que c'est la crypto-monnaie parce qu'on a mis de la crypto-monnaie en avant et vous faire comme ça arnaquer. Donc, il y a beaucoup d'arnaques dans la crypto-monnaie parce que c'est un secteur qui est encore très peu connu. C'est un secteur où il y a plusieurs personnes ont d'abord au début vendu le rêve de c'est ce qui va vous libérer financièrement. Or, ce n'était pas forcément le cas et il y a donc beaucoup de personnes qui sont entrées dans les crypto-monnaies en poursuivant ce gang-là et ils se sont fait arnaquer. Donc, comme on est en train de s'exposer au risque, le risque sera plus élevé. Ça peut être que ça va aller dans le bon sens, comme ça peut aussi aller rapidement dans le mauvais sens. Mais si vous êtes formé, si vous avez de la connaissance, vous saurez justement comment sélectionner vos pièces dans ce puzzle. Vous saurez quelles sont les crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes et minimiser comme ça votre risque. Ce n'est pas parce que vous avez pris une crypto-monnaie qui se dit être intéressante, parce que vous avez fait vos recherches très très bien, que forcément cette crypto-monnaie est une bonne crypto-monnaie qui va aller sur le long terme. Vous pouvez faire vos recherches, vous tombez sur des trucs qui sont apparemment, qui sont bien même justement, comme les crypto-monnaies comme UST, c'était des choses qui étaient bien. Les projets de Terra, c'était de Luna, c'était des choses qui étaient bien, mais qui se sont quand même effondrées. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans quelque chose qui est bien que ça va justement bien performer. Il faudrait prendre un risque à la hauteur des moyens que vous pouvez vous permettre de perdre, que ce soit dans l'immobilier, vous pouvez perdre de l'argent, que ce soit avec l'agriculture, dans l'agriculture, vous pouvez perdre de l'argent, que ce soit même simplement déposer l'argent en banque, vous pouvez perdre de l'argent, que ce soit garder l'argent même dans votre coffre-fort à la maison, vous pouvez justement perdre encore de l'argent. Donc, à la fin, quel est le secteur qui est le mieux? Il faudrait justement mesurer les risques qu'il y a dans chaque secteur et voir quel est le risque que vous pouvez vous permettre de prendre. Et c'est en fonction de ça et en fonction de cela que vous pouvez dire, ok, moi je m'aventure plutôt dans tel secteur par rapport à un autre. Il n'y a rien qui est garanti. Il y a peut-être moins de risques dans certains secteurs, bien évidemment. Mais même comme il y a moins de risques, ce n'est pas forcément intéressant de déposer ses œufs dans un seul panier. Diversifier, c'est ce qui est parfois intéressant. Et là, quand vous allez diversifier, il y a bien évidemment un secteur où vous allez peut-être mettre votre plus gros investissement et d'autres secteurs, vous mettrez peut-être un peu dans d'autres secteurs. Donc, ne mettez pas vos investissements dans un secteur que vous ne maîtrisez pas. Votre gros investissement, ne le mettez pas dans un secteur que vous ne maîtrisez pas. Simplement parce que vous pensez que ce sera plus rentable là-bas, vous allez déposer tout votre gros investissement là-bas. Non. Mettez vos investissements là où vous maîtrisez le mieux. Si vous maîtrisez mieux le secteur bancaire, mettez votre plus gros investissement dans le secteur bancaire. Si vous savez comment vous pouvez générer de l'argent dans le secteur bancaire, mettez peut-être votre gros là-bas. Si vous savez comment l'immobilier fonctionne, si vous savez comment les rentabilités, comment vous pouvez mieux rentabiliser votre bien, votre secteur immobilier, ben mettez votre plus gros là-bas. Si vous maîtrisez comment l'or fonctionne, si vous maîtrisez comment dénicher les entreprises qui proposent de bons rendements dans l'or, quelles sont les entreprises crédibles, comment est-ce que vous pouvez vérifier qu'une entreprise qui dit avoir tel fonds en réserve se fait ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'est le secteur que vous maîtrisez, ben je vous conseille de mettre beaucoup plus votre investissement là-bas. Si vous maîtrisez le secteur des crypto-monnaies, vous connaissez comment ça fonctionne, les plateformes, comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent, comment est-ce qu'on peut coupler les staking, la finance décentralisée, ainsi de suite. Donc, coupler un bon nombre d'éléments, si c'est ce que vous maîtrisez, ben, vous pouvez justement mettre votre plus gros là-bas. Mais ne mettez jamais votre argent que vous n'êtes pas prêt de perdre. Si vous n'êtes pas prêt de perdre quelque chose, n'investissez pas. Autant mieux encore,
peut-être confié en une entreprise de gestion de fonds, un gestionnaire de fonds. Mais même là, il faudrait être encore très méticuleux parce que même les gestionnaires de fonds, parfois, sont des arnaqueurs. Il y a parfois des gestionnaires de fonds qui sont des arnaqueurs. Donc, faites très attention avec votre argent. Donc, on peut se poser la question, mais si on ne maîtrise rien, où est-ce qu'on met finalement son argent? Si vous ne maîtrisez rien, ne mettez votre argent nulle part. Investissez d'abord dans votre connaissance. Mettez votre argent dans votre connaissance, dans votre formation, à maîtriser un secteur. Et quand vous allez maîtriser le secteur, justement, vous pouvez y aller. C'était Elvis Konjo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. La masterclass, le lien pour réserver sa place pour la masterclass, c'est également en description de cette vidéo. Je serai ravi de te voir. Soyons nombreux, partagez cette masterclass autour de vous et que plusieurs personnes viennent apprendre gratuitement de ce que c'est que la crypto-monnaie et la blockchain. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.